Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et de retrouver Sarah Baruch qu'on n'avait plus vue en Vlil depuis déjà 2021. C'est la 360e rencontre ce soir et on la reçoit Sérieux? pour 360 là? 360e rencontre. Eh oui. On te reçoit pour de bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles chez HarperCollins avec comme éditrice donc Sandrine Girard qu'on découvre dans Vlil. Je suis ravi de vous rencontrer aussi Sandrine. Merci, ravie également. Moi, je suis directrice édito d'ordinaire plus sur la non-fiction, mais justement, ce livre est arrivé comme ça et je vous en dirai un mot, mais je ne pouvais que vouloir travailler à nouveau avec Sarah. Donc voilà, même si c'est un roman, je suis restée son éditrice. Roman. Excellent. Chris. Roman, et on est à la limite, on va pas dire de la non-fiction, mais il y a quand même Voilà. des éléments réels, donc on va en reparler évidemment longuement. Et donc on va commencer par vous, Sandrine, justement, on donne toujours la parole souvent à l'éditrice en dernier, et bien là c'est Envelille Ah. toujours en premier. Donc Sandrine, comment vous pouvez nous expliquer notamment le choix de publier ce roman-là, qui est singulier, qui a des thématiques très poignantes, difficiles, notamment en ce moment, qui peuvent Mhm. être compliquées à défendre aussi. Et ensuite, surtout, comment vous avez peut-être découvert Sarah Baruch. Alors, bah, je vais peut-être commencer justement par ça, par une rencontre avec Sarah, puisque moi je l'ai rencontrée à l'occasion de la publication de 125 et des milliers. D'ailleurs, je trouve que voilà, la couverture est derrière moi, affichée au mur, tellement on est fiers chez HarperCollins d'avoir pu publier ce livre de Sarah. Pour ceux qui ne le connaissent pas, un ouvrage collectif qu'elle a dirigé de main de maître et qui redonnait une voix et un visage à 125 victimes de féminicide portées par 125 personnalités qui en ont fait le portrait. Et je crois qu'en fait, alors moi, c'est à cette occasion que j'ai rencontré Sarah et c'est vraiment cet engagement-là, passionné, très fort en faveur des femmes qui a aussi conduit à ce roman. De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles, qui est le temps fort là de notre rentrée d'hiver en littérature chez HarperCollins, parce que Sarah est toujours dans la dénonciation des violences faites aux femmes à travers ce roman, même si on peut le prendre par plein de fils, évidemment, et qu'il aborde plein de sujets, dont des sujets, effectivement, qui peuvent être polémiques ou difficiles. Mais ce qu'on retrouve à travers ce roman que j'espère vous découvrirez tous, c'est vraiment comment les femmes sont finalement les premières victimes des idéologies meurtrières, des guerres fratricides. Et Sarah, par cette fois un détour romanesque, mais finalement c'est un peu la même chose que ce pourquoi moi je l'avais connue sur 125 et des milliers. Elle redonne un visage à travers ses personnages à des êtres humains, voilà, au-delà de leur confession, de l'endroit du monde où ils vivent, des idéologies qu'ils peuvent défendre. Donc pour moi, c'est très lié. Effectivement, il y a une part de non-fiction dans cette fiction, bien sûr. Après, c'est porté là par une plume romanesque aussi, hein, une très belle écriture. Donc voilà, pour nous, c'était très important de continuer sur ce chemin avec Sarah. Il n'y a pas de rupture, voilà, d'aller au-devant, hein, peut-être, voilà, effectivement, des polémiques, mais moi, je pense que ce qui est très important dans ce roman qui prend place, en fait, entre les attentats de Charlie et la manifestation qui a suivi, c'est de montrer à travers les personnages dont vous allez découvrir, j'imagine, au fil de cette rencontre et des questions que vous allez poser à Sarah, un message d'espoir, d'humanité et de paix. Donc, il y a des choses très violentes, mais il y a aussi beaucoup de lumière dans ce livre. Et voilà, c'était important pour nous dans ces temps un peu troublés, hein. C'est la ligne qu'on essaye de porter chez HarperCollins, de dire bah voilà, il y a aussi des voix qu'il faut faire entendre et des messages qu'il faut essayer de diffuser par la non-fiction et par la fiction. Et pour moi, ce message, c'est un message qui abolit les frontières. C'est vraiment un message de paix que livre Sarah dans ce roman. Donc voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec elle sur ce texte, à le découvrir d'abord, et puis après, enfin, j'ai vu tout le choix de Sarah, enfin, qui pèse vraiment chaque mot, quoi, qu'elle emploie pour essayer d'être dans la plus grande justesse. Et donc, en ce sens, il est assez facile à défendre, finalement, ce livre. On Je sais pas si reparlera ça peut-être. répond, voilà, à votre Et plus rien question, à dire mais en fait.
Bon, c'est bon. Mais Merci, si, Sarah non, mais Bareilles. Au c'est revoir. hyper enthousiasmant et voilà. Donc je vous laisse parler. Allez, je me tais. Mais c'était super comme aventure. Bon, on reparlera aussi peut-être de la structure du livre, aussi avec l'éditrice, avec Sandrine, par rapport à vos choix. Est-ce qu'il y a eu finalement des choix qui ont été discutés, effacés, rajoutés? Comment vous avez construit votre relation par rapport à ce texte? Parce qu'il est foisonnant, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thématiques. Il a fallu peut-être aussi arbitrer, faire des choix quelquefois. Où se situer le curseur? On a l'impression qu'il n'y a aucune limite. En tout cas, j'ai l'impression, Sarah, que tu t'es fixé aucune limite, et tant mieux. Mais est-ce que l'éditrice est aussi là pour fixer certaines limites? Parfois vous avez parlé de polémique, je ne sais pas si on peut appeler ça polémique, c'est en tout cas un avis, c'est une vision de l'histoire, une vision aussi des personnages, une vision romanesque. J'ai pas l'impression que ce soit un ouvrage polémique, en tout cas pas à mon sens. Mais comment vous avez traité cette matière-là, justement, ensemble? Sarah, tu veux commencer? Euh, j'ai la chance, en fait, je les avais suffisamment traumatisés en amont avec 125 et des milliers, qui était déjà un ouvrage qui répondait pas vraiment à des codes en termes de structure. Donc, je pense que bah, Sandrine s'attendait déjà un peu à tout. Alors, il y a eu un choix qui s'est fait pas immédiatement dans le roman. C'est qu'en réalité, il devait y avoir un récit à la suite de ce roman. Et finalement, on a décidé de faire deux tomes, c'est-à-dire la partie émergée de l'iceberg, qui est ce que j'avais moi présenté plutôt comme une fable d'introduction, mais qui était déjà conséquente puisque c'était ce roman. Et ensuite, comment j'en étais arrivée là d'un point de vue personnel. Mais c'était un peu les deux facettes d'une même médaille, où la partie immergée et émergée de l'iceberg, on l'appelle comme on veut. Quoi qu'il en soit, la vraie réflexion sur la forme, ça a été ça. Ensuite, je dirais que pas, on sait, ça a été assez évident en fait qu'il fallait le traiter comme ça. On sait pas, j'ai pas l'impression que ça ait fait débat. Après, c'était comment faire en sorte que certaines idées que je faisais apparaître dans ce qui devient le deuxième tome et qui n'étaient pas ici, apparaissent quand même ici. Donc voilà, il a fallu rajouter à certains personnages des passages qui normalement auraient dû être après, etc. Mais bon, je dirais que c'est de la tambouille d'écriture assez classique. En tout cas, que moi, je considère comme ça. On était plus effectivement sur le fond. On est au courant que parfois, en tout cas en ce moment, avoir ma vision de l'histoire peut paraître polémique alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais moi, ça m'a énormément aidé en fait de travailler avec Sandrine, qui n'est pas juive, qui n'a pas, qui a une vie aussi faite de mélange, hein. Je vais pas raconter ta vie personnelle à toi, mais je crois que ce qu'elle m'a dit de plus fort pour moi et qui continue de résonner en moi, c'est quand elle m'a dit, je suis très fière de pouvoir faire lire ce livre à mon Tariq. Voilà. Voilà, c'est bien dit. Bah, c'est ce que tu as dit. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et je me dis, bah voilà, si finalement on arrive, euh, malgré ce qu'on vit dans nos chairs et à rassembler dans l'accord ou le désaccord, puisque finalement l'histoire, c'est une forme de récit avec une vision et souvent on n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas les mêmes visions, mais accepter la vision de l'autre, c'est déjà énorme. Hmm. Voilà. Et pour compléter peut-être sur la structure, c'est vrai que, alors, en général, quand on commence à travailler avec Sarah, on reçoit un ovni comme manuscrit, abondant, toujours très structuré, mais avec énormément d'éléments. Je parlais de tous les fils qui se tirent. Bon, il y en avait des centaines d'autres. Et on a choisi dans cette structure d'encadrer ce récit, alors cette fable qui a quand même grossi un petit peu par rapport à sa version original parce que effectivement Sarah a rajouté voilà des personnages et des scènes. Il est encadré par quelque chose de très personnel avec une Sarah qui est le personnage du livre aussi et qui parle de son écriture. Donc il y a cette mise en abîme de l'écriture
et qui permettent de comprendre qu'il y a aussi beaucoup de vécu, beaucoup de choses personnelles derrière. Et effectivement, le récit, on va dire, peut-être plus autobiographique et le cheminement aussi en dehors de cette fiction fera l'objet d'un autre livre, tellement il y avait matière à publier, mais on a voulu là commencer par une fiction malgré tout et des personnages qui permettent aussi de rentrer peut-être d'une manière plus progressive dans le sujet. Et de ce que j'en sais, ce sera pour l'année prochaine. Exactement. Sarah, justement, alors Sandrine en parlait à l'instant, il y a en effet cette Sarah, narratrice, mais pas réellement narratrice, qui s'imbrique dans ce récit-là, au début en tout cas. Euh, Est-ce que tu t'es posé la question aussi de la dissociation entre l'autrice, Sarah, Jeanne, et ensuite les autres personnages, notamment dans certaines envolées engagées? Est-ce que aujourd'hui on sait que le lecteur a parfois beaucoup de mal à séparer les propos d'un texte, les propos d'un auteur et les propos des personnages? Est-ce que tu t'es posé la question aussi de savoir si on allait, comment dire, euh, te mettre dans la même case que certains des personnages? J'ai envie de dire, c'est déjà le cas de toute façon. Donc, non, mais tu vois, pour moi, ça, c'est pas un argument. De toute façon, l'antisémitisme, notamment depuis le 7 octobre, c'est quand même quelque chose qui est assez présent euh, dans mon quotidien. J'ai quand même fini par devoir aller faire des interventions en collège sur les violences conjugales escortées par les RG. Parce que j'avais été enfin, affichée sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, quand t'as les RG qui t'appellent pour te dire bonjour, vous ne pouvez pas aller témoigner devant des enfants tranquillement. On sera là tout le temps, même pour aller faire pipi, on restera avec vous. Tu te dis, il y a quand même un problème, parce que enfin, moi, dans tous mes textes, mais tous, il est toujours question du racisme et à quel point c'est une notion que j'abhorre. Autant critiquer quelqu'un pour ses idées, bah, ça, je m'éclate. Et je trouve que c'est génial de pouvoir débattre des idées, de pas être d'accord. On s'enrichit beaucoup plus quand on parle avec quelqu'un qui est pas d'accord. Autant détester quelqu'un, ne pas lui accorder de crédit par rapport à ce qu'il n'a pas choisi. Je trouve ça stupide, méchant, enfin, c'est tout ce que je déteste, quoi. Donc, je crois malheureusement qu'il y a une vision de l'histoire, du moins une vision juive de l'histoire qui est très difficile à entendre pour beaucoup de Français. Je suis encore très choquée, ne serait-ce que de la polémique que j'ai dénoncée hier sur les réseaux sociaux, qu'un libraire accuse publiquement le maire de Paris Centre de d'imposer sa communauté. Enfin, je veux dire, quand un libraire en arrive à tenir des propos antisémites sur les réseaux sociaux, je me dis là quand même, c'est compliqué, quoi, parce que ils sont censés porter justement la pluralité des récits. Ils sont censés ne jamais juger, donner à lire, donner à voir, donner à comprendre, mais pas juger et surtout pas tenir des propos antisémites. Enfin, je veux dire, il y a quand même à demander au maire socialiste Ariel Veil de cesser sa petite musique et de rouler pour sa communauté parce que la mairie du troisième réclame le retour des otages français détenus par le Hamas. Ça, moi, c'est quelque chose, j'ai du mal à comprendre, quoi. Donc, oui, c'est pas facile de se dire qu'on risque d'être exposé à ça, à devoir expliquer que c- ces voix-là devraient être beaucoup plus audibles. Mais bon, ça va pas changer grand-chose à ma vie vu que c'est déjà ce que je traverse depuis pas mal de temps. Alors, justement, depuis pas mal de temps, ça nous amène à 2021, quand on s'était quitté virtuellement, bien sûr. Euh, que s'est-il passé depuis? Après, il y a eu 125 et des milliers. Ensuite, il y a eu également ce livre-là. Mais concrètement, dans ta vie, que s'est-il passé pour aboutir à ce livre-là? Pourquoi maintenant? Pourquoi à cet instant précis
que tu n'avais pas forcément calculé. Je sais que ça fait très longtemps que tu travailles ce texte, quasiment 10 ans d'écriture, et on le comprend. En tout cas, J'ai pas écrit pendant 10 ans. J'ai eu cette idée de ouais, c'est ça. drapeau voyageur il y a 10 ans. Mais je m'étais presque interdit de l'écrire. Parce que déjà, il y a 10 ans, j'étais dans une relation très compliquée que j'ai racontée dans 125 et des milliers. Et clairement, j'avais pas le droit d'écrire quelque chose comme ça. J'avais pas le droit de prendre le risque de m'exposer. J'avais pas le droit de revendiquer ou tout simplement d'assumer mon identité juive, mes idées aussi antiracistes, de parler d'islamisme, d'assumer, d'aborder ce sujet que tout le monde redoute parce que dès que tu parles des islamistes, il y a beaucoup de personnes, bah, finalement, que moi je considère être les vrais racistes, qui vont te traiter d'islamophobe. Or, enfin, pour le coup, je pense que ce qui est islamophobe, c'est considérer que les musulmans risquent de se vexer si on dénonce l'islamisme. Parce que les musulmans croyants réellement, ou les musulmans laïcs, ben, ils abhorrent l'islamisme. Donc je trouve que c'est ça le nouvel esprit colonial, le nouvel esprit raciste. C'est considérer finalement qu'un musulman vaut pas mieux qu'un terroriste. Donc, mais je suis très à l'aise avec ces idées en fait. Bonsoir. Ah oui, coucou. Pardon. Donc voilà, mais je sais qu'il y a 10 ans, c'est des sujets, je n'avais pas le droit de les aborder. Je me rappelle avoir vécu une dispute mémorable à ma première interview pour mon premier roman parce que j'avais divulgué à la presse que j'habitais à Paris. Donc autant te dire que voilà, j'envisageais pas mes textes de la même manière quand j'ai commencé à écrire. Et cette idée m'était restée et je savais, si tu veux, que c'était très compliqué d'aborder ces sujets tout en étant féministe et en parlant du droit des femmes et en parlant des violences faites aux femmes. Parce que de toute façon, tu sais que quand tu abordes la situation au Moyen-Orient, quand tu abordes l'islamisme, quand tu abordes la question des migrants, etc., tu te heurtes à un clivage. C'est regrettable, c'est tout ce que tu veux, mais tu te heurtes à un clivage. Et l'objectif quand tu diriges une association d'aide aux victimes, c'est de passer outre les clivages, que les gens se sentent tous les bienvenus chez toi. C'est pour ça que moi, mon association, elle est et elle sera toujours apolitique, que je suis toujours très en colère après les associations qui se revendiquent d'un bord politique, en tout cas les associations d'aide aux victimes, parce que je pense que tout le monde a très bien compris que enfin, j'ai pas arrêté de l'exprimer pendant les élections, etc., que pour moi, j'ai une ligne directrice qui est ni facho ni facho, que ce soit, que peu m'importe l'extrême, en fait, je considère que les extrêmes sont toujours excluants. Donc c'est un peu ça mon moteur, et ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des associations d'aide aux victimes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc je savais que je prenais un risque pour tout le travail que je fais de soutien aux victimes de violences conjugales en abordant ces sujets. Sauf qu'il y a eu le 7 octobre et que les associations féministes, les fondations féministes de renom ont d'emblée pris une position qui, moi, m'excluait. Que, enfin voilà quoi, j'ai eu aucune subvention, que je t'ai jamais invité nulle part, aux soirées, en tout cas inter association, etc. Enfin, il y a eu une scission que j'ai pas forcément choisie au départ, et ensuite une scission catégorique quand j'ai contacté en privé d'abord
toutes les associations féministes pour leur demander comment ça se faisait qu'elles ne dénonçaient pas les viols, les mutilations et les assassinats enfin, après torture des femmes israéliennes par le Hamas. Sachant d'ailleurs que les Israéliennes n'étaient pas toutes juives, puisque c'est souvent ça qu'on reproche. Et là, je me suis heurtée à des murs, je me suis heurtée à des remarques totalement racistes en fait. Et donc je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai pas tellement d'autres choix que de prendre le risque que le clivage soit officiel, puisque moi, je suis trop entière pour supporter ça. Je suis trop entière pour supporter de travailler avec des gens qui haïssent profondément ce que je suis. Donc, bah, autant assumer, quoi. Voilà. Ok. Justement, par rapport à ça, pour toi, il y avait une sorte d'urgence à écrire, d'urgence à faire entendre ta voix. Est-ce que c'est cette histoire d'hirondelle qui a été le déclic? Est-ce que cette histoire d'hirondelle ça aurait pu être d'ailleurs dans le titre, à la place des étoiles quasiment. On en a parlé. On en a parlé. Ça m'étonne pas. C'était C'est vrai. une possibilité. Mais C'est il y vrai. avait déjà Envole-moi. Donc, Il y avait déjà Envole-moi et avec Sarah, on trouvait très beau cette idée de titre sur le bleu, blanc, rouge et d'étoiles, c'est-à-dire le dépassement de tous les clivages finalement identitaires et de toutes les frontières. Donc c'était voilà, ça paraissait plus fort, mais les hirondelles ont été au cœur de la réflexion à un moment. Ah non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que au début, pour rien cacher, ça devait s'appeler Supernova, puisque le festival en fait où il y a eu les massacres, c'était Supernova. On appelait ça le festival Nova, mais ça s'appelait Supernova. Et une supernova, c'est une énorme étoile qui éclate, mais qui du coup libère une énergie de reconstruction inégalée. Et le titre existe déjà d'ailleurs. Je crois que c'est Dimitri Kanchelov qui a dû faire ça, il me oui, semble. bon, après, il y a des titres, ça existe en chanson, ça existe, voilà. Bon, et puis, à mesure qu'on retravaillait le texte et que, effectivement, c'est un texte qui est dur, hein. Il y a des chapitres durs. Euh, on a eu envie de faire quelque chose de poétique dans le titre. Et la dernière version, bah, c'est Sandrine qui en a eu l'idée. Voilà. Parce que moi, j'avais proposé une histoire de bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles. Et Sandrine m'a dit, mais tu sais quoi? Je comprends, faisons carrément de la poésie, de bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles. Voilà. Et enfin, elle m'a convaincue, enfin, tout de suite, quoi, hein. Je t'ai dit, bah oui, en fait. Voilà. Donc, Mais c'était. c'était ton titre au départ. C'était voilà. Mais c'est vrai que Supernova, ça avait énormément de sens. Mais voilà, ça introduisait peut-être, ça mettait peut-être le lecteur sur une fausse piste avant qu'il puisse comprendre au fil du texte vraiment le sens de ce titre. Et on le retrouve dans l'étoile. Voilà. On trouve cette notion. Mais oui, tu as raison, cette hirondelle, en fait, ça n'a pas l'air d'être grand-chose à première lecture, mais si, bien sûr. Parce qu'une hirondelle, elle voyage entre le nord et le sud, elle passe au-dessus d'Israël, que c'est un symbole de fécondité, le fait d'avoir ses œufs, le fait de préserver son nid, de le reconstruire au milieu du gris. Enfin, oui, il y a évidemment énormément de sens là-dedans. Et c'était important pour moi qu'elle soit un personnage à part entière. Voilà. Et c'est vraiment arrivé. Il y a vraiment eu des œufs sur le balcon de chez mes parents. Alors, comment tu pourrais finalement pitcher ce livre-là? Comment tu pourrais... Tout à l'heure, tu as parlé du drapeau. Alors, je ne sais pas si on peut en parler ou pas, parce qu'il arrive quand même tardivement dans le livre. Non, Euh, il est le départ. On le voit pas. oui, mais il arrive quand même, matériellement, il arrive quand même au tiers, ou en tout cas voilà, aux deux tiers du roman. On ne prête pas forcément attention au début, en tout Ah, il cas, y a Sophie qui dit quelque chose. Je ne peux pas lever la main pour pour poser poser une une question. question. Je te passe la parole juste après Sophie, alors. Euh, Est-ce que pour toi, c'est une histoire, c'est l'histoire de Jeanne? Est-ce qu'au contraire, c'est l'histoire de tous ces personnages de ce roman choral que tu as décidé de mettre en avant? Quel est pour toi, est-ce que c'est le drapeau?
Est-ce que c'est l'identité, le cœur même de ce récit-là? Est-ce que c'est la communion des peuples? Est-ce qu'il y a un biais particulier que tu mettrais en avant en premier? Oui, moi je dirais que c'est mon combat pour faire émerger les humains plus forts que les idéologies. Que ce drapeau, c'est un objet, bien sûr, mais qui symbolise euh, une idéologie. Un drapeau, ça symbolise les valeurs d'un pays, mais du coup, ça symbolise les idées fédératrices qui rassemblent les peuples derrière des frontières inventées, pour lesquelles on va mourir, pour lesquelles on va effacer certains au détriment d'autres, etc., etc. Et ce qui a guidé l'écriture de ce texte, c'est vraiment une phrase de Robert Badinter lors du procès des fossoyeurs de l'histoire contre Forisson, qui a dit pour comprendre l'histoire, il faut traduire les faits dans leur vérité humaine. Et ça a vraiment été ça. Donc oui, c'est l'histoire des humains derrière la construction d'un drapeau, qu'il s'agisse des valeurs d'un pays, mais également la construction réelle d'un petit objet qui ne signifie rien peut-être pour ceux qui le fabriquent, mais qui symbolise énormément pour ceux qui vont le porter. Et ce drapeau-là, j'y ai vu aussi une manière de se réapproprier la France. Ce drapeau-là qui est souvent porté au nu par une certaine extrême droite. Euh, il y a aussi cette notion, je trouve que, enfin, en tout cas, j'ai trouvé que tu permettais aussi de se réapproprier en tant que lecteur, ou pas d'ailleurs, mais de se réapproprier ces trois couleurs qui sont séparées et en même temps unies. Et je trouve que c'est magnifique de l'avoir mis déjà dans le titre, mais tout au long du roman, on l'a dans la chair. Et je trouve que le symbole est encore plus fort parce que ça vient de toi. Et tu sais, bah merci beaucoup parce que pour le coup, j'ai toujours, enfin, jusqu'à ce que je rencontre le père de ma fille, j'ai toujours été militante. Moi, toute mon enfance, je l'ai passée dans des mouvements de jeunesse socialistes, alors juifs, mais socialistes, voire tendance communiste, où on vivait comme au kibbutz. J'ai toujours milité pour la paix. Enfin, voilà, je faisais mes premières manifs, c'était à 12 ans, quoi, pour réclamer la création d'un État palestinien, etc., etc. Donc, je sais d'où je viens et je sais aussi, finalement, à mes yeux en tout cas, de quoi notre gauche actuelle se rend coupable. Euh, et j'ai d'autant moins honte de le dire que je viens de là. Je trouve que, il n'y a rien de honteux à chérir un pays qui veille sur nous. Il n'y a rien de honteux à chérir un pays comme la France, qui est fondé sur de la solidarité, qui est fondé sur des valeurs de droit commun universel, et que finalement, lorsqu'on laisse ces idées-là à l'extrême droite, on les perd. Et moi, je suis absolument contre laisser des boulevards à l'extrême droite, parce que ce qui fait que certaines idées nauséabondes, en tout cas des partis qui continuent d'en véhiculer à travers leur histoire, à travers leur manque de renoncement à un passé, etc., etc., c'est qu'ils osent aborder des sujets qui touchent tout le monde, mais que eux, finalement, les voient, les verbalisent, apportent des solutions qui ne sont pas les bonnes, des interprétations qui, à mes yeux, ne sont pas les bonnes, mais comme ils sont les seuls à en parler, eh bien, finalement, ils ont un boulevard pour se développer. Et que je suis, moi, convaincue que non, je suis très heureuse, moi, d'être française aussi, et qu'il n'y a aucune raison que je laisse ça à des partis qui prônent la haine, qu'elle soit de l'extrême droite, mais aussi de l'extrême gauche. Et que, au contraire, euh, dénoncer les systèmes d'oppression, dénoncer les systèmes de haine, dénoncer ce qui tue, ce qui génère du racisme, ce qui génère enfin, toute forme de discrimination, ça ne doit jamais être abandonné à un parti. Voilà. Surtout pas un parti d'extrême, en tout cas. Sophie, c'est à toi. Alors, bonsoir, je sais pas si on m'entend. C'est bon.
Ouais. Bonsoir tout le monde. Salut Sarah. Je suis ravie et merci Anthony pour cette rencontre. Je savais qu'on allait vivre un grand moment, c'est le cas. Oui, bah écoute, tu sais que moi, voilà, quand j'aime, j'aime, quand j'aime pas, j'aime pas. T'as répondu à une partie de ma question, à savoir si comment dire, le militantisme chez toi est venu bien avant quand tu étais plus jeune. Je dis pas que là, t'es âgé, mais plus jeune. Donc oui, tu as répondu. Et déjà, à savoir comment tu allais et comment fais-tu, Sarah, avec tout ce que... Alors, je te suis bien sûr sur les réseaux et quand j'ai la chance de pouvoir te voir en dédicace, d'ailleurs, la question sera la suivante, quand est-ce que tu descends dans le sud pour une dédicace et te rencontrer? Euh, Comment, avec tout ce que tu véhicules, avec tout ce que tu supportes, ce que tu partages, ce que tu passes en fait par tes mots, par tes émotions, par tout ça, comment tu trouves le temps de t'aérer le cerveau pour pouvoir écrire et pour être voilà dans ta bulle d'écriture avec tout ce que tu vis, avec tout ce que l'on vit en ce moment surtout. Voilà, c'est tout simplement ça. Et encore, je suis ravie, je le dis avant qu'on coupe la parole, mais je suis ravie de te voir, voilà, et de t'écouter. Ah, merci, moi aussi, je suis ravie de te voir. Euh, écoute, j'ai le choix là. Soit je fais la réponse hyper sincère, soit je fais la réponse médiatique. Moi, je vais choisir la sincère. Ça dépend des moments. Euh, ma psy m'a fait une remarque. Ma psy et d'autres personnes que je côtoie assez proches. Je n'ai pas le même baromètre que beaucoup de gens. C'est-à-dire, c'est pas que la haine ne me touche plus, c'est que ou la violence ne me touche plus, c'est que j'en parlais cet après-midi. J'étais dans une radio et c'est pas pour de la prétention que je dis ça, mais ma psy, donc dans la même séance, m'a dit, mais vous avez une vie hors norme. Non pas qu'elle est formidable, c'est que enfin, Sandrine, par exemple, a lu le tome 2 où je raconte un peu mon histoire. Je m'en suis pris pas mal dans la gueule, effectivement. Alors, il y en a qui vivent beaucoup plus, hein, enfin, tu vois, dans le monde, malheureusement, la violence, elle est partout. Mais c'est vrai que jusqu'ici, c'est pas le calme qui résume le mieux mon existence. Et j'ai un rapport à la folie, j'ai un rapport à la dépression, j'ai un rapport à la violence, tout simplement. Euh, j'ai pas un niveau enfin, j'ai un niveau de résistance fort. Voilà. Mais parce que je connais pas autre chose. Voilà. Pardon, hein, c'est peut-être un peu triste, je suis pas là pour plomber tout le monde, mais tu vois, première fois que j'ai dû changer d'école parce que je me suis faite frapper en tant que juive, j'avais 13 ans. Et je l'ai raconté sur Sud Radio la semaine dernière. J'ai posté le replay. Là, bon, il y a des commentaires qui disparaissent tout seuls parce que j'ai interdit les mots racistes, mais il y en a que j'ai le temps de voir avant qu'ils disparaissent. C'est une horreur, tu vois. Votre discours ne passe plus, allez chialer ailleurs, tout le monde vous déteste. Enfin, en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Donc, ça, oui, il y a des femmes qui sont violentes, il y a des hommes qui sont violents, il y a les gens adorent se détester, ça les occupe. Alors, les réseaux sociaux facilitent énormément ça, mais c'est partout. Et donc, oui, j'ai pas je sais pas ce que ça fait, en fait, d'avoir une vie, j'aime pas le mot de normal, mais tu vois, je suis jamais partie en vacances avec un amoureux, par exemple. Je J'ai jamais reçu, on m'a jamais offert un joli cadeau d'anniversaire. Enfin, mes parents, oui, mais je veux dire mon compagnon, enfin, ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'est des trucs assez basiques en fait, tu vois. Euh, Bah moi non.
pourtant, je suis restée 10 ans avec le père de ma fille. J'ai eu d'autres relations. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça fait d'être demandé en mariage. Je sais pas ce que ça fait qu'on te dise j'aimerais qu'on ait un enfant ensemble. Enfin, moi, ma fille, elle n'était pas prévue au départ. Donc, je sais pas en fait. Donc, j'ai pas la même échelle de, de- Mais bon, ce que je trouve génial, c'est que du coup, la suite de ma vie va être extraordinaire. Et si je peux juste dire faire une petite référence à quelque chose que tu écris dans ton livre, puisque Sophie parlait de la bulle d'écriture, c'est que tu t'expliques assez joliment dans les passages qui te concernent plus directement que, en fait, comme arme, t'as que les mots de toute façon, et que donc l'écriture, c'est pas une bulle, c'est dans la continuité. Voilà, il n'y a pas forcément besoin, bien sûr qu'il y a besoin de s'isoler pour travailler, mais c'est un peu aussi, t'es écrivaine, t'es romancière, enfin voilà, donc c'est naturel aussi quelque part, quoi. C'est ton mode d'expression privilégié. Exactement ça. Et alors, je ne veux pas forcément répéter tout ce que me dit ma psy, mais elle me dit, je saurais que vous irez mieux le jour où vous écrirez moins. En fait, l'écran, c'est l'écran que je mets avec ma réalité. Voilà. Quand je me suis enfuie avec ma fille il y a 5 ans, je suis partie avec mon bébé d'un côté et de l'autre côté, mon ordinateur et son doudou. Et c'est tout. Voilà. Je, Là, j'en suis à mon 10e déménagement en 5 ans. Les déménageurs m'ont demandé d'évaluer ce- la valeur de tout ce que j'avais chez moi. Et je lui ai dit, bah non, j'ai ma fille et mon ordinateur, le reste vaut rien. Et le mec a pas compris. Voilà. Donc, je sais pas quoi répondre d'autre. Alors, on va revenir au roman, ou en tout cas au départ. Tout commence par cette tuerie de Charlie Hebdo, avec ce personnage-là de Jeanne, qui te ressemble évidemment beaucoup. Un événement qui est traumatisant, qui bouleverse sa vie. Elle est juive, elle est française, et évidemment, ça va résonner en elle, ça va faire résonner en elle un terrible avertissement, ou en tout cas une sorte d'éveil par rapport à son identité, par rapport à sa communauté, par rapport à son histoire. Ce n'est qu'un volet finalement du livre. Il y a tant d'autres histoires en passant à Peshawar ou un petit peu partout dans le monde finalement, avec ce drapeau, parce qu'on m'a demandé de pitcher le livre, hein. C'est pour ça que je le refais. Parce qu'en effet, on est parti tambour battant, mais il y a tellement de choses à dire sur ce livre-là que c'est pas forcément évident, un, de le pitcher, et deux, de comprendre tant qu'on n'a pas lu le livre, puisqu'il y a cette histoire de drapeau, en effet, qui est fabriqué à l'autre bout du monde et qui va traverser ce monde. Et on va peut-être commencer par ça, Sarah, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire voyager ce drapeau-là? Tu as dit que cette idée-là t'était venue il y a quelques années, qui ressemble, comme tu l'avais dit, à un petit peu la tresse de Laetitia Colombani. Euh, Cette idée-là, elle est particulière, en même temps elle est excluante et en même temps inclusive. Et mais surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est le nombre de recherches que tu as pu faire dessus, parce qu'il y a un certain nombre de recherches, notamment sur le port d'armes des frères Kouachi, sur différentes choses qui ont permis aussi de faire émerger une vérité des faits, une vérité historique. Et je trouve que tu t'en sors encore extrêmement bien. Et après, on parlera du texte et du style, parce que pour moi, c'est ton texte le plus abouti, notamment grâce à sa scansion. On parlera du vocabulaire et de la manière dont tu le fais vivre comme une sorte de cri, une sorte de désespoir, mais un désespoir qui ouvre pleinement sur la lumière. Mais on parlera de tout ça après, mais j'aimerais vraiment Ah, que tu donc, me t'as parles. aimé en fait. Bien sûr, j'ai aimé, T'es un saligo et ça fait 2 semaines qu'il me répond pas. Il dit, oh, j'ai pas encore fini. Gna, 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 gna. Je fais durer un peu le suspense. D'accord, ok. Et puis, il fallait garder une certaine originalité, une certaine aussi intuition sur la rencontre, tu vois. Étant donné qu'on Parce que s'était vu il y a 2 semaines. Anthony ne vous le dit pas. On n'a pas pu faire la rencontre Vlil pour 125. Je sais plus pourquoi. Oui, t'as considéré que c'était pas la peine. Ouais, je me rappelle. Mais il n'est pas pour rien dans le fait que je me sois enfuie.
parce que on s'est rapprochés pendant le confinement. Je sais que tu vas me détester de le dire, mais je m'en fous. Où on parlait de littérature, on parlait des livres, et moi, j'avais pas tellement le droit de parler à des garçons. Et en fait, un jour, il m'a dit, mais tu sais que tu es merveilleuse. C'est incroyable de parler avec toi. Et il a fait partie de mes déclics où je me suis dit, mais alors c'est possible que on me trouve merveilleuse. Voilà. Donc il déteste quand je lui dis qu'il n'est pas pour rien dans le fait que je sois partie. Mais c'est la vérité. Voilà. Ça me touche toujours autant, tu le sais. Voilà. J'en suis ravi. Et tu restes toujours merveilleuse. Entendu. Voilà. Bref, c'était Attention, la la demande en mariage tant attendue n'est pas Pas du loin, tout. Sarah. Pas du tout, pas du tout. Je suis beaucoup trop vieille pour lui. Il a une amoureuse extraordinaire. Donc voilà. Ouais. Ça aurait Bon, bien sonné, mais pas du tout. Voilà. non, bah écoute, j'essaye de jouer les Ah ouais, entremetteuses, mais je ça sais. marche pas. C'est inspiré pour moi, je sais, mais je suis un cas. Ouais. Tu serais Donc, allé enregistrer. ouais, ouais, bon. De toute façon, vu que je raconte tout sur Instagram, C'est pas c'est faux. un peu, donc, ta question, c'était comment est venue cette idée? Pour résumer, c'est ça, et après on parlera du style, mais c'est davantage aussi le nombre de recherches que tu as pu faire sur toute cette histoire, parce que tu as, finalement, pour quelques lignes parfois dans le roman, j'ai l'impression que tu as fait un nombre de recherches incalculable, mais pour extraire finalement le sel de cette histoire. Oui, parce que j'ai eu l'impression, encore une fois, après le 7 octobre, mais c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti à plein d'occurrences, hein, que ce soit après le 11 septembre, que ce soit... enfin, à chaque fois que j'écris un roman, moi, c'est ma partie préférée, d'explorer les livres, les articles, etc. Et j'ai vraiment eu l'impression, après le 7 octobre, de vivre une dystopie. C'est-à-dire que je lisais des textes, des articles qui étaient très souvent le contraire de ma vision des choses et je ne comprenais pas comment on pouvait en arriver là. Tu vois, je vais donner un exemple assez simple et je tiens à préciser que, encore une fois, ce n'est pas un jugement d'une quelconque population que pour moi, un enfant qui meurt ou un enfant mutilé n'a pas de nationalité en fait, que je pense que les civils sont toujours pris au piège de guerre et de décisions politiques qu'ils choisissent en général pas. Donc voilà, il y a eu lors de la première trêve de la guerre une libération de 52 otages contre 1000 prisonniers du Hamas. 52 otages israéliens contre 1000 prisonniers. Euh, et euh, attends, j'ai plus. Non, oui, c'était bien 1000. En tout cas, je connais plusieurs féministes, militantes, etc., qui ont osé taguer. Eh bien voilà, un juif pour 100 musulmans. Voici donc le parti pris et la considération des juifs. Euh, alors que c'était plutôt le contraire en fait. Ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que euh, des terroristes qui ont essayé de commettre des attentats et qui sont en prison, quand tu les libères, tu sais que c'est une menace. Mais que la vie vaut tellement enfin, des Israéliens pour les Israéliens qu'ils préfèrent prendre ce risque-là et libérer un nombre inconsidéré de prisonniers pour espérer voir revenir certains d'entre eux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'interpréter les choses comme... Mais comment c'est possible en fait? Comment c'est possible d'interpréter de manière comme un élan raciste ce fait? Voilà. Et donc, moi, c'est le genre de truc qui me rend folle, qui me rend folle. Et donc, ça a évidemment déchaîné, pas ce truc-là en particulier, mais disons, c'est un exemple parmi des centaines, hein. Euh, D'autant que parmi les otages libérés, il y avait des musulmans.
Il y avait notamment des jeunes musulmanes qui avaient été faites prisonnières dans les kibboutz. Donc, enfin, pour moi, c'était insupportable, en fait. Donc, j'avais envie, justement, de leur rentrer dans l'art à tous, même s'ils me liront jamais, hein, parce que ceux-là, mon texte les intéresse pas, comme si j'avais un droit de réponse, mais que je devais être absolument irréprochable pour ce droit de réponse. Voilà. Comme si je m'adressais finalement à mes ennemis, qu'ils ne me feraient pas de cadeaux, et que ce livre, c'était mon seul droit de réponse à toute cette colère qu'ils avaient générée en moi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu t'es appliqué à choisir le mot juste, à choisir la sémantique, l'étymologie d'un mot pour éviter qu'on en prenne pour un autre dans ce texte-là? Parce que tu utilises des mots qui sont souvent utilisés par certains partis politiques à tort et à travers. Il y a quand même une question du vocabulaire qui est extrêmement importante. Ah ben ça, de toute façon, c'est un peu mon combat aussi, les biais sémantiques. Je pense que la distorsion des mots euh, crée une énorme souffrance. Tu vois, par exemple, encore Suffit, une fois, suffit de parler du mot génocide, ne bien serait-ce sûr, que celui-ci. le mot génocide, et encore une fois, quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui meurt. Enfin, je veux dire, une maman qui voit son enfant mourir, qu'elle soit au milieu de la Chine, qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit à Gaza, qu'elle soit en Israël, c'est une maman qui perd son enfant. Point. Et c'est pas, si tu veux, dire ce n'est pas un génocide, ça ne veut pas dire que la souffrance est moindre. Ça veut juste dire que l'intention de départ n'est pas la même. Et je ne comprends pas en fait quelle est cette obsession perverse de transformer les mots pour prêter des intentions qui ne sont pas les bonnes. Enfin, je veux dire, la guerre, c'est déjà quelque chose d'atroce en fait. Pas besoin d'en rajouter. C'est pas quelque chose de, de facile d'être les héritiers d'un, de, de personnes qui ont subi un génocide. Enfin, je veux dire, moi, je sais très bien la part de ce qui m'a été transmis au niveau familial dans ce que je suis. Cette espèce de tolérance à l'absurde, tolérance à la douleur, elle vient pas de nulle part. Donc oui, je viens encore une fois d'un mouvement de jeunesse limite communiste qui milite pour la paix, qui faisait partie de ces kibbutz, enfin le kibbutz Nir est un des kibbutzim du mouvement de jeunesse dans lequel j'étais, que j'ai des gens de ma jeunesse qui ont été assassinés là-bas, des personnes, des figures importantes de ma jeunesse. Euh, et que je ne supporte pas que des gens aient consacré toute leur vie à la construction de la paix, qu'ils en soient morts, et qu'on leur prête des intentions qui sont contraires à ce qu'ils étaient. Euh, comme, alors le terme de génocide bien sûr, mais le terme par exemple de colonisation. Euh, Quand les mouvements décoloniaux, woke, etc., considèrent qu'Israël est un pays suprémaciste blanc colonisateur, ils surfent en fait sur ce mot parce que la colonisation lors des siècles impérialistes, que ce soit l'Occident ou d'ailleurs avant, hein, parce que l'Occident n'a pas été, ils n'ont pas été les premiers à coloniser. Enfin, je veux dire, je ne connais pas une frontière sur cette terre qui ne soit pas le résultat de sang versé des humains. Une frontière qui n'est pas naturelle, elle est forcément une création, donc elle est forcément quelque chose qu'un peuple a imposé à un autre, généralement pas de manière facile où on se tape dans la main à la première discussion. Donc il y a toujours eu, en fait, depuis que les humains sont sédentaires, de la colonisation. Il se trouve que lorsque c'était la grande époque de l'Occident impérialiste, il y avait un fond de racisme là-dessous. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il y avait des peuples autochtones que l'on pouvait exploiter et dont on pouvait piller les ressources parce que on était supérieur.
Et finalement, lorsqu'aujourd'hui il y a des mouvements dits décoloniaux, c'est ça qu'on dénonce à l'intérieur, ce racisme. Ce racisme qui fait qu'on a volontairement déconsidéré la pensée, les traditions de certains peuples selon la couleur de leur peau, en général essentiellement là-dessus. Sauf que déjà, Israël, c'est le résultat de beaucoup de brassages, qu'il y a eu effectivement une force immigration après la Shoah, ce qu'on appelait les displaced people. C'était des gens qui n'avaient plus de nationalité en fait, et qui sont allés dans le seul pays qui a bien voulu les accueillir. Mais il y a aussi eu une énorme immigration des Juifs d'Orient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens ignorent qu'il y avait énormément de Juifs en Irak, au Yémen, en Éthiopie et partout en Afrique. Et qu'ils sont des millions à avoir réchappé au massacre qu'ils ont subi en Orient. Donc 75% de la population israélienne est ce qu'on appelle Mizrahi, c'est-à-dire oriental, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont extrêmement foncés de peau, voire noirs. Mais la plupart des gens imaginent les Israéliens, enfin voilà, des suprémacistes blancs, alors que c'est une population. Tu ne fais pas la différence en fait entre un Palestinien et un Israélien. Ils ont les mêmes gueules. Donc voilà, et C'est mythe. ce sont des sémites, exactement. Et autant moi, je suis totalement contre l'occupation illégale de territoire, parce que même si, il y a encore une fois des discussions sur l'origine de cette terre qui s'est d'abord appelée la Judée-Samarie, puis la Cisjordanie, etc., etc., en fait, quand on veut aller vers l'apaisement, il y a des concessions à faire. Et donc, à partir de là, tout ce qui va générer encore des conflits de frontières, moi, ça me révolte. Donc, je suis totalement contre l'occupation illégale de territoire. Mais il n'y a pas ni d'exploitation d'humains en Cisjordanie, ni d'exploitation de ressources. Donc, parler de colonisation et laisser entendre ce qu'on a reproché à la colonisation, c'est un biais sémantique qui génère de la haine. Parce que du coup, ce que cela signifie, c'est Israël est un pays de racistes. Donc voilà, effectivement, alors je sais pas si je me suis amusée à le faire, mais c'était vraiment essentiel pour moi d'aborder tout ça. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est bien. Moi, je suis totalement contre l'occupation de territoire. Mais je suis contre y prêter une intention qui n'est pas vraie et qui génère de la haine. Alors, pour faire une petite transition, une petite mi-temps, on va faire une petite photo de groupe. Voilà. Avant que tu nous lises un premier extrait, allez, 3, 2, 1, c'est bon, parfait. Sarah, c'est à toi pour le premier extrait et après Val, je te passe la parole évidemment. Ça coupe là, je sais pas si c'est que moi, mais je t'entends plus. Tu m'entends correctement là, c'est bon? Non, ça vient de toi. Tu m'entends correctement? Non? Attends, tu m'entends parce que moi, je t'entends Oui. plus. Oui, je t'entends. On t'entend. Est-ce que tu m'entends là? Oui? Non? Un Oui. petit bug. Ouais, elle va se Ouais, reconnecter. on va te reconnecter. Ah, voilà, Sarah. Oui. Il faut mettre ton micro en non-mute. C'est Elle a bon. souvent l'air très intelligente, tu vois. Pardon, je t'entendais plus, donc je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est à toi pour lire un premier extrait. Ah, d'accord, je croyais que tu voulais faire une photo, j'ai rien compris. Ça y est, on l'a faite. Ça y Ah, est. d'accord, ok. Bon, bah, je dois avoir une super gueule dessus. Hmm. J'irai voir tout à l'heure. Alors, je vais commencer par celui-ci. Bon, je fais pas dans l'ordre chronologique, hein. Je commence par celui-ci. Paris, 11 janvier 2015, 14 heures. Ils arrivent de toutes parts, un incroyable flot humain. Il y a des enfants avec leurs parents, des groupes d'amis, des inconnus qui se sourient. Ils sont de tout âge, de toute couleur de peau, de tout milieu. Ils portent des pancartes, des casquettes, des t-shirts où l'on peut lire « Je suis Charlie ». Certains y ont ajouté « Je suis flic, je suis juif ». Ils brandissent des drapeaux tricolores, des dessins de crayons versant une larme. Ils ont recouvert leurs joues de traits bleus, blancs, rouges. Ils ont écrit des phrases à l'encre bleue sur des banderoles.
Ils pleurent, se serrent dans les bras les uns des autres, embrassent parfois des policiers qui encadrent la marche républicaine au départ du cœur de Paris. Ils sont la France qui s'insurge contre le terrorisme. Ils lèvent vers le ciel les portraits des symboles d'un monde perdu où l'on pouvait rire de tout et tout critiquer, la religion en premier. Ils pleurent la jeune Clarissa, ils compatissent avec la communauté juive. Sur tous les immeubles, aux balustrades des fenêtres, des torchons, des soutiens-gorge, des draps aux couleurs de la France sont accrochés. Le soleil de janvier éclaire cette marée humaine de l'espoir abîmé qui résiste. Plus tard, le ministre de l'Intérieur estimera à 2 millions le nombre d'âmes en peine venues manifester dans la capitale, confessant aussi son incapacité à fournir un décompte précis tant les rues étaient pleines et les systèmes de comptabilisation dépassés. Tous ces gens semblent hagards, comme s'ils couraient après une époque où l'horreur n'avait pas eu lieu. Ils marchent dans les rues, mais leur esprit s'égare. Les derniers jours ont été d'une telle cruauté que chacun tente de reprendre la chronologie pour tenter d'assimiler les informations que l'esprit et le cœur refusent d'admettre. Répéter, récapituler à s'en épuiser. La presse, les articles, les artistes, les politiques les imitent. Les dates face à des faits. Mais rien ne parvient à atténuer la sidération. Parfait, merci. Tu es très bien sur la photo d'ailleurs, je viens de vérifier. Ouais, c'est à toi. Je lis encore Alors, Ah non, bah, c'est les questions, d'accord. non, c'est un petit bonsoir à Sarah, à Anthony, à Sandrine et à chacun chacune depuis la Suisse. Sarah, donc j'en suis à la page 149, donc je suis fâchée parce que tu as spoilé, tu viens de lire le chapitre qui suit celui où j'en suis. T'avais pas fini Alors, tes devoirs, c'est de ta faute. c'est Parce que je les ai fait avant, en fait. c'est parce qu'Arnaud a lu le livre avant. D'accord. Malheureusement, le patriarcat, tu vois, Ah, même ça m'a pas fini. intrafamilial. Chez le professionnel. Alors, moi, j'avais envie de peut-être d'amener une autre facette sur, en tout cas, la partie que j'ai lue. Je trouve que tu as toujours cette faculté à mettre en mots de façon hyper accessible et hyper directe des choses terribles. J'ai simplement envie d'évoquer ce chapitre qui concerne Rima, où on vérifie qu'elle est vierge. C'est des choses qu'on dit avec des mots comme ça. Voilà, on va vérifier qu'une petite fille de 14 ans, enfin qu'une petite fille, qu'une ado de 14 ans est vierge. Voilà, c'est des mots. Et toi, la façon dont tu l'écris, c'est un choc. C'est des choses, quand on a ces mots-là, quand on a l'impression de presque vivre le moment. Et je trouve que tu as cette capacité dans chacun des livres de toi que j'ai lus. Tous. Donc tous. Tu as cette faculté à nous embarquer dans ces choses terribles qui nous maintient quand même à distance. Je ne suis pas en train de vivre le moment, mais je le reçois comme si, presque cinématographiquement, il se passe sous mes yeux. Alors, j'ai un peu peur de lire la suite, parce que Tu fais bien parce que je tu n'es crois pas que ça prête va un peu de la crescendo. lettre de Rima à la fin. Oui. Donc, voilà, j'avais simplement envie d'apporter ce petit témoignage pour te dire que je suis en train de te lire et qu'à chaque fois, il y a toujours ce choc de tes mots, mais un choc salutaire qu'il faut que les gens lisent, qu'il faut que les gens voient, qu'il faut que ça puisse amener une prise de conscience, que ça puisse prolonger tes engagements. J'ai pas envie de dire tes combats parce que justement, je lis souvent quand comparé à une guerrière et je sais comment tu es par rapport à la guerre. Donc j'ai plus envie de dire tes engagements forts, tes engagements importants. Et rien que pour ça, Sarah, tu sais combien je t'aime. Je sais, c'est réciproque. Merci. Alors justement, par rapport à Rima, de qui tu t'es inspiré? Finalement, comment elle t'est apparue? C'est le sort de bon nombre de jeunes filles. Elle a un mari forcé qui est bien réel, lui, par contre, qui a un destin particulier aussi. Je ne sais pas si on peut en parler ou pas. C'est difficile dans ce roman de savoir ce dont on parle ou pas. Mais
raconte-nous cette histoire de Rima qui fait partie de ces personnages-là extrêmement puissants. Et Val, bah, courage pour la suite parce que tu vas en avoir vraiment besoin. Euh, Ça, pour le coup, ça vient vraiment de mes engagements pour les femmes mais que ce soit d'ailleurs, pour moi, en fait, ça n'a pas de religion parce que c'est dans toutes les religions. C'est-à-dire que euh, je trouve qu'en France, on oublie l'essentiel. C'est-à-dire que moi, quand j'assiste à des ateliers d'échange de paroles de femmes excisées qui attendent pour se faire opérer et réparer, que je les vois qui vont traverser l'Afrique pour venir en France, que leur famille leur parle plus parce qu'elles estiment avoir le droit de ne plus souffrir quand elles ont des rapports, quand finalement je crée une alliance dans mon association avec une femme qui s'appelle Diaria Touba, qui est guinéenne, qui a été mariée à 14 ans à un vieux type euh, qui a été excisé, qui a été envoyée dans un autre pays que le sien, qui a dû subir des violences conjugales alors qu'elle n'avait pas de papier, et que du coup elle n'a pas pu porter plainte, et qu'aujourd'hui elle est à la tête d'une association, qu'elle est engagée en politique, enfin, qu'elle parle un français totalement courant. Et que finalement sa voix n'est pas portée parce qu'elle dénonce un système d'oppression, qu'il soit traditionnel ou pas, enfin, ou politique, euh, envers les femmes, euh, perpétué dans des pays, effectivement, beaucoup en Afrique, et que du coup, on n'en parle pas trop pour ne pas être considéré comme raciste. Pour moi, c'est inadmissible. Euh, Quand on se penche un peu sur les... Enfin, je veux dire, c'est une femme sur trois dans le monde qui va subir des violences. Et encore, les chiffres, on obtient ces chiffres qu'avec les données dont on dispose. C'est-à-dire que lorsqu'on va sur le site de l'ONU ou sur les sites de l'OCDE, où on lit ce que ça veut dire un crime d'honneur, comment c'est puni, quels sont les pays où il y a, où il fait enfin, où c'est le plus terrible d'être une femme, et les proportions des morts, en fait, dans ces pays comme l'Afghanistan, comme le Pakistan, l'Iran, dans une certaine mesure, etc., en fait, on ne les a pas, les données. Donc, ce chiffre de une femme sur trois qui va subir des violences dans le monde, c'est en dehors de ces pays-là où chaque jour, des femmes sont tuées, pendues, lapidées. Mais ça, ce sont des mots qu'on emploie. Voilà, ça fait partie du vocabulaire courant. Ouais, c'est horrible, là-bas, il y a la lapidation. Mais est-ce que 5 minutes, on s'arrête pour imaginer ce que c'est une lapidation? Voilà. Et pour le coup, j'ai parlé avec pas mal de soldats français qui avaient été envoyés euh, en Afghanistan, etc., dont certains qui ont assisté euh, à des lapidations et ils n'ont pas pu intervenir parce qu'en fait, c'était pas ça leur mission. Mais, mais c'est horrible. C'est horrible en fait. Oui, quand on est là à dénoncer que dans certains pays, les mariages avec des mineurs sont autorisés, mais il y en a beaucoup en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Mais est-ce qu'on se rend compte ce que c'est d'avoir 13 ans, 14 ans et d'être donné par ses parents ce qu'on considère être un vieux monsieur en fait? Pour vérifier en plus une virginité, d'autant plus ici. Oui, bien sûr, mais de toute façon, quand t'es marié de force, tes rapports, c'est des viols. Donc, enfin voilà, je trouvais que c'était essentiel de raconter tout ça, parce que pour le coup, je trouve qu'il y a trop peu.
de soutien envers ces femmes que voilà, mon association, donc je suis partenaire de Espoir et Combat de Femmes qui milite contre l'excision et les mutilations génitales, mais également Femme Azadi qui porte la voix des femmes iraniennes, qui finalement soutient la révolution du peuple en République islamique d'Iran. Je suis également partenaire de Afghanes de France. Et en fait, les premiers mots, alors voilà, les féministes françaises, en gros, elles m'aiment pas trop, mais les féministes du monde, finalement, où les femmes sont opprimées, alors il n'y a pas de problème, je suis toute partenaire avec quasiment toutes, quoi. Euh, mais c'est une souffrance inouïe qu'elles soient ignorées, en plus de tout ce à quoi elles ont réchappé et dont elles savent que leurs cousines, leurs sœurs continuent de souffrir. Et d'ailleurs, la lettre de Rima est inspirée, tu le dis, Ouais, de Reza Rayhan Zarnier. El-Jabari. D'ailleurs, très beau film cet hiver à Téhéran. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Film incroyable qui, cette lettre-là, clairement, elle ravive aussi des souvenirs de ce film-là. Et je trouve que tu lui rends un bel hommage à cette jeune fille. Et je voulais que, voilà, effectivement, que tout soit inspiré, en fait, porter les voix. Mon travail, j'essaye de transmettre, en fait. Je suis pas sûre d'avoir, enfin voilà, je sais que j'ai des idées, moi, je considère pas avoir un grand talent littéraire. Enfin voilà, il y a des gens qui ont une plume extraordinaire, etc. Mais je sais que je peux transmettre des voix. Voilà, ça, je sais faire. Et du coup, je voulais rien travestir. Même les voix des migrants, en fait, j'ai regardé un nombre enfin, assez conséquent de témoignages, notamment sur les bateaux SOS Méditerranée, etc. Ils font souvent des interviews de migrants, tous ceux qui ont réchappé au camp de Bani Walid, etc. Enfin, j'en ai vraiment regardé beaucoup, j'ai lu beaucoup d'articles, et à chaque fois, les phrases, ce sont des vraies phrases de vrais gens. Voilà. Donc il y a un travail de reconstitution dans ce livre. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a quand même beaucoup de louanges, il faut que j'en rajoute encore une. C'est sur la scansion du texte. On a vraiment l'impression que ce texte-là, il aurait pu être adapté au théâtre, notamment quand Jeanne parle. Il y a quand même une force, une puissance que tu n'avais pas forcément dans les autres livres. Je trouve que le ton, il est totalement différent. Et c'est rare pour un écrivain de se réinventer aussi sur le style. En principe, on assiste souvent en tout cas, une même voix, une même émotion. Je trouve que là, tu donnes à tes personnages une identité différente, un corps différent, une voix différente. C'est dans le style que je t'ai trouvé encore plus forte que les livres précédents. Quel travail justement tu as fait par rapport à cela? Est-ce que tu as travaillé de manière différente aussi par rapport aux autres textes? Mais je trouve qu'il y a un vrai distinguo à faire entre ce livre-là et les autres. Euh, je pense que j'ai pas fait de travail technique, mais je j'ai plus peur de la censure à la maison. Voilà. Que le fait de tout le travail que j'ai fait finalement pour assumer mon passé, euh, du coup, je n'ai plus de censure. Voilà. Et ça se sent, clairement. Mm. Je Peut-être. n'avais pas la clé, en effet, elle m'était pas forcément apparue, mais oui, c'est légitime. Val, c'est à toi. Il faut que tu enlèves ton... ouais. Coucou, non, c'est pas Val, c'est moi. J'ai laissé la primeur tout à l'heure d'une première question. Sarah, je voudrais rebondir sur plein de choses, enfin surfer en fait sur plein de choses pour arriver à une petite interrogation. J'espère que je vais être assez clair dans de là où je veux arriver. Dans ton livre, tu fais un parallèle avec les 2 millions de personnes le 11 janvier 2015 dans la rue et tu le mets en parallèle avec les quelques centaines de personnes en 2012 à Toulouse. Donc, tu vois de quoi je parle. Je vois très bien. Tu parlais tout à l'heure des Faut le associations dire, hein. féministes. En Mohamed fait, Merah. voilà. Et tu parlais tout à l'heure des associations féministes
on en avait déjà discuté, hein, avec 125 et des milliers, avec déjà une certaine problématique qui s'est très probablement accentuée maintenant. Et enfin voilà, toutes ces problématiques-là, tu parlais aussi de politique avec les extrêmes qui divisent plus qu'autre chose, hein, clairement, notre société. Moi, il y a quelque chose qui m'a profondément choqué il y a quelques jours. Et sauf erreur de ma part, j'ai rien vu passer de poste de toi. Alors peut-être que c'est passé à travers les radars ou peut-être que c'est moi qui me fais une fausse impression. On a eu 3 jours de commémoration, le 7, le 8, le 9. Le 7 et le 8, notre président était présent et le 9, il a brillé par son absence. Et moi, je trouve ça, je me demande, enfin, je suis profondément choqué par ça. Et je me demande en fait si ça ne participe pas non plus à toutes les réactions qu'on vit depuis 15 mois maintenant. Il n'est pas venu à la marche contre l'antisémitisme. Ben voilà, il avait trouvé un prétexte, mais là, il y a trois commémorations, 3 jours d'affilée. Et bizarrement, la troisième, il n'est pas là. Moi, ça m'a choqué, mais vraiment profondément choqué. Et, voilà, donc c'est peut-être que moi, hein. C'est peut-être que moi que ça choque, mais justement, Moi, si je c'est que t'avoue, moi que ça choque, je trouve voilà, ça dommage. Macron, je t'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire après cette déclaration sur ce qu'Israël doit à l'ONU. Enfin, le mec est complètement fou. Oui, Je t'avoue que j'ai lâché l'affaire. J'aurais déjà dû lâcher l'affaire quand il a refusé, qu'il a estimé que c'était pas la place d'un président d'aller à la marche contre l'antisémitisme. oui, 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 bah oui, Et c'est ce que je sûr que trouve c'est en pas fait, son rôle, mais tu veux que je te effectivement. dise ce que je trouve le plus horrible là-dedans, c'est même pas qu'ils soutiennent pas les juifs, c'est qu'ils considèrent que pour ne pas, en gros, mettre la France à mal, et donc ne pas vexer une communauté, il fallait pas qu'il aille à la marche contre l'antisémitisme. Mm. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon Macron, les musulmans sont antisémites, ce qui est fou pour moi. C'est-à-dire que non, non, Oui, non, oui. C'est heureusement. Et rajouter heureusement de qu'il y la avait beaucoup division à la de... division, en fait, Voilà, de et toute il y avait façon. beaucoup de musulmans à cette marche. Et en fait, on en arrive à un tel niveau d'aberration qu'on a un président de la République qui considère que pour ne pas vexer les musulmans, qui sont du coup d'emblée à ses yeux antisémites, il faut pas aller à la marche contre l'antisémitisme. Mm. Mais le mec est fou. Le mec est fou. C'est-à-dire, il insulte tout le monde, quoi. Et ça passe crème. Bon, bah ok. Bon, ok, bon. Ouais, ouais, ouais. Ne l'énerve pas, ne l'énerve pas. Non, 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 Sarah, calme. Tout va bien, tout va bien. Non, mais c'est-à-dire que c'est un double niveau de racisme, en fait. Mm. Ouais, ouais, non, mais complètement. Et moi, c'est ça que je trouve choquant. Et en fait, c'est que enfin, mon sentiment depuis plusieurs semaines est de tout bord politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que tout est fait pour diviser encore plus. Et, mais ça vaut pas que ça vaut pas que pour le conflit actuel, ça vaut aussi pour l'Ukraine et la Russie, hein, où dès qu'il y a une connerie à dire, il y va, hein. Donc, ouais. Non, mais c'est toujours, c'est toujours, voilà, aller en fait, aller attiser quelque part, aller attiser et systématiquement. Moi, ça m'a vraiment choqué son absence sur cette troisième journée au mois de janvier. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il ne s'y connaît pas beaucoup en histoire, pour tout te dire. Voilà, de ce que j'entends des propos à droite à gauche, de ces déclarations plutôt à droite à gauche, je suis assez stupéfaite du manque de savoir. Et je suis pas historienne, hein, donc tu vois. Hmm. Ok, je te remercie beaucoup. À très vite. Isabelle, c'est à toi. Et fais-moi penser, Sarah, il faut absolument qu'on parle de mots quand même, hein. Ouais, c'est ce que. Isa, c'est à toi. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Sarah, je suis très contente de te voir ce soir. Alors, je ne l'ai pas encore lu, moi, ton dernier ouvrage, mais je t'ai quand même un petit peu lu. Moi, alors, j'ai une question, c'est un petit peu provoquant volontairement. Est-ce que tu crois pas que tu iras mieux le jour où tu seras apaisé? Parce que tu as eu cette période très difficile dans ta vie où tu as été obligé de fuir.
avec ta fille et ton ordinateur sous le bras. Tu as remonté la pente et puis à nouveau cet énorme coup dur et à nouveau bah, des attaques permanentes de haine hein, contre toi. Enfin, moi, je te suis aussi, hein, je vois ce qui passe, c'est effroyable, ça dépasse l'entendement. Et en même temps, ça dépasse l'entendement et en même temps, on se dit, enfin, pour qu'on se déchaîne comme ça, c'est aussi que tu fais peur, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens se rendent compte de la justesse de ce que tu dis, forcément. Enfin, ou en tout cas, ça interpelle. Et donc, voilà, moi, enfin, je me demande si, en fait, euh, tu seras pas mieux. Alors, ça rejoint un peu ce que dit ta psy, t'écriras moins. Si tu seras pas apaisé, on sent encore que, du coup, là, toute la colère, elle ressort quand même, ta colère. Et je voudrais juste, avant que tu répondes à cette question, faire une minuscule parenthèse, parce que euh, cette histoire de vérifier la virginité, alors des enfants, hein, parce que quand on marie des petites filles au Pakistan jusqu'à 8 ans, il y a des pays où c'est quand même autorisé en dessous de 10 ans, il faut quand même faut quand même le savoir. Mais bon, entre 8 et 13 ans, ce sont des enfants. Qu'on vérifie leur virginité, c'est une aberration, et qu'il faut que les draps soient imprégnés de sang pour démontrer cette virginité. Or, l'hymen n'est pas une fermeture. Donc, c'est d'autant plus aberrant que c'est juste en fait quelque chose d'élastique. Donc, de toute façon, il n'y a pas de moyen de vérifier la virginité, sauf à avoir tellement violé une femme que du coup, effectivement, elle n'a plus de périnée. Bon, et donc là, on rentre dans des trucs vraiment sordides. Donc il faut quand même le dire, quoi. C'est une aberration de vérifier la virginité des femmes. C'est élastique, l'hymen, c'est pas une fermeture. Surtout, tout le monde n'est pas fabriqué pareil. Enfin, Pareil. oui, oui, Et plus ou moins élastique pour le coup. ouais. Et, et je rebondis là-dessus sur. Bon, ça y est, je viens de perdre ma question. Incroyable. Mots, tu voulais qu'on parle de mots. Non, non, bah alors déjà peut-être répondre à Isabelle et puis on va voir de là. On verra après. On parlera de mots après. Déjà, dans les religions, enfin, les Voilà, religions, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, c'est là où je voulais rebondir, c'est sur la religion. On a l'impression que ce livre, il est aussi, il montre à quel point la religion tue, la religion abîme, la religion embrigade. On a l'impression que c'est aussi ça le cœur du L'ignorance. problème. Et dans l'ignorance. Et de voilà, l'ignorance, bien sûr. c'est-à-dire que, si tu veux, dans les religions, moi, je suis très spirituelle. Je crois qu'on a besoin de croire, qu'on a besoin de foi, qu'on a besoin de se dire que cette vie a un sens, que je crois sincèrement en mes étoiles, que j'ai un rapport à la mort, voilà, très mystique. En revanche, je suis très méfiante envers les institutions, puisque les institutions, ce sont des luttes de pouvoir comme les autres, que ces institutions se sont toutes mises d'accord sur un truc en tout cas, c'est l'infériorité de la femme dans toutes les religions, monothéistes ou polythéistes, parce que l'hindouisme, hein, c'est pareil, hein, la femme, elle vaut pas beaucoup plus. Et qu'à partir du moment où tu t'en prends aux femmes, en fait, tu t'en prends à l'humanité. Déjà parce que les femmes, c'est plus de la moitié de l'humanité, mais surtout, tu discrimines sur un genre. Et donc, à partir du moment où tu discrimines, bah, tu considères qu'il y a un classement parmi les humains. Bon, bah, à partir de là, c'est biaisé, quoi. La compréhension du monde est biaisée. Donc oui, je suis très en colère parce que... Enfin non, je suis pas en colère, je questionne. Finalement, mais c'est commun à toutes les religions. Moi, j'ai aussi des personnes très religieuses dans ma famille, juive, avec lesquelles je ne m'entends pas très bien. Parce que plutôt que d'admettre que ces personnes sont paumées, qu'elles ont peur de mourir, que du coup elles ont besoin d'être rassurées à travers des rites, ce qui est totalement recevable, eh bien elles préfèrent dire qu'elles ont raison,
que ceux qui font pas comme elle ont tort, voire sont les méchants qui sèment le chaos sur Terre. Alors que le sentiment, à l'origine, c'est la peur. Mais comme ça fait pas très bon genre d'avoir peur, bah, on préfère transformer ça en de la violence. Et finalement, il y a très peu de figures des institutions religieuses qui parviennent à juguler ça, qui parviennent à faire comprendre aux croyants que c'est en eux que la religion doit aider, pas ailleurs. Voilà. Alors, on va parler maintenant de Mo, qui lui aussi traverse le roman comme une sorte de fil rouge, mais un fil rouge un peu fantomatique. C'est un personnage évidemment extrêmement important, au-delà de l'intrigue, où il a un rôle parfois indirect. Il y a aussi cette valeur sentimentale, cette poésie à travers lui. C'est un personnage particulier, c'est un personnage à la fois extrêmement absent, mais en même temps qui irrigue totalement le roman, qui dit aussi plein de choses de manière un petit peu en filigrane, de manière indirecte, que que tu mets en avant, qu'on sent, qu'on ressent un petit peu quand on lit ardemment ce livre-là. Finalement, je ne sais pas si on peut dire qui il était, parce qu'il apparaît quand même, enfin, Mohamed Ben Yettou apparaît tout à la fin du livre en postface, donc je ne sais pas si tu souhaites en parler ou pas, mais Le livre lui est dédié en partie, hein, donc alors, alors parlons-en. on peut. Quand il y a eu les attentats de Charlie, quelques jours après, ma sœur m'appelle et me dit, est-ce que tu as ouvert le journal? Enfin bref, et il y avait, je crois que c'était en première page ou au début, une photo de Farid Beniatou avec des personnes qui considéraient que on pouvait pas faire pire. Bref, Farid Beniatou, qui était infirmier à la Salpêtrière, enfin, en tout cas en stage d'infirmier à la Salpêtrière, qui avait effectué un stage de déradicalisation et qui était en fait celui qu'on appelait l'émir des Buttes-Chaumont et qui était le recruteur des frères Kouachi. Donc en fait, il y avait cette situation effectivement un peu aberrante où le recruteur des frères Kouachi pour le djihad soignait finalement les blessés de Charlie. Il se trouve que ce Farid était le frère aîné, enfin était bon, le frère aîné du meilleur ami de mon petit frère, qui s'appelait Mohamed, qui vivait donc dans le 19e arrondissement, là où on habitait, et qui pendant des années finalement on sentait qu'il se planquait un peu chez nous, on savait pas vraiment pourquoi, on posait pas trop de questions. Mais voilà, moi, j'étais un peu la grande sœur. Mo se confiait à moi sur sa vie amoureuse, sa vie sentimentale. Donc, il était musulman, mais totalement laïque. Et le sujet tabou, c'était un peu chez lui. Et quand en fait, il y a eu, enfin, Patrick Pelloux a fait à ce moment-là une tribune pour dénoncer le fait que Farid Beniatou puisse se trouver à la Salpêtrière, que à cause de lui, finalement, Farid a été renvoyé. Je me suis dit, est-ce que c'est pas d'ailleurs antinomique avec les idées de la gauche? Puisque finalement, un djihadiste repenti qui demande pardon, qui décide de se remettre dans un chemin vers les autres, qui décide d'aller soigner, de reprendre des études d'infirmier à plus de 30 ans, et qui finalement est bloqué dans son élan parce qu'il y a une sorte de cabale contre lui. Déjà, est-ce que c'est pas antinomique avec l'idée même de la seconde chance? Mais surtout, on a pris la mesure de ce qu'avait vécu Mo pendant toutes ces années, de effectivement de quoi exactement il se planquait. Enfin, je veux dire, on savait que son frère avait fait de la prison, on savait que chez lui c'était très dur, mais on savait pas forcément que c'était à ce point. Euh, et c'est un peu le titre, j'y pensais tout à l'heure, parce que depuis que le livre est sorti, j'ai pas mal de personnes du 19e, enfin, du 19e arrondissement de Paris, où je suis née en fait, et où j'habitais à ce moment-là. Qui le reconnaissent. Comment? Qui le reconnaissent et Tout à fait, et qui m'écrivent et qui me disent le choc qu'ils ont eu eux aussi au moment des attentats de Charlie.
de se dire qu'ils s'étaient pas trompés en fait à cette époque-là, qu'ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais que ils n'avaient pas réalisé à quel point on, on avait été témoin du début de tout ça, du début de la création de certaines cellules djihadistes à Paris et en proche banlieue. Et que ce Farid, qui à partir d'un moment donné faisait peur à tout le quartier, parfois on ne sait pas où est la limite entre avoir peur de quelqu'un. euh, Est-ce que c'est parce qu'il porte un camis, mais est-ce que tous les gens qui portent un camis sont dangereux? Enfin, c'est compliqué en fait. Il y a des gens très religieux qui s'habillent comme ça avec cette espèce de robe que portent les garçons qui s'appelle un camis. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Et en fait, euh, bah, c'est lui qui a recruté les frères Kouachi et plein d'autres. Que Peter Sheriff, qui est celui qui a été le condamné à la plus longue peine euh, lors du procès des attentats de Charlie, il était dans la classe de mon frère. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur d'aborder tous ces sujets, parce que quand on me traite d'islamophobe, ça me fait bien rire, en fait. Euh, Parce que moi, quand je disais tout à l'heure que je l'ai vu sur les musulmans en premier, en fait, l'impact de la radicalisation, bah, en fait, je l'ai vu chez moi, quoi. Je l'ai vu chez moi avec Mo qui cherchait à fuir et avec Mo qui est mort de tout ça. Pas dans un attentat, il est mort, il a chopé une bactérie et en fait il s'en est jamais remis. Et c'était 6 mois après les attentats de Charlie, il est mort tout seul comme un chien au Laos où il était parti parce qu'il en pouvait plus en fait d'avoir les RG qui lui posent des questions, d'être dans cette cellule familiale. Donc quand on a assisté à tout ça, moi je suis assez tranquille avec mes convictions en fait. Je sais où est la mort. Voilà. Et puis, il y a ce fameux silence juif dont il est question à travers le roman. Ce silence juif que j'ai trouvé... on n'entend pas forcément ces deux mots associés. Qu'est-ce que tu voulais justement montrer à travers ces deux mots qui montrent aussi à travers le roman, quand on te lit clairement, ça paraît évident. Mais ce silence, il est Le assez silence, retenu. c'est une solitude parce que je crois que beaucoup de juifs ont un radar. Ont un radar pour les propos qui, à terme, peuvent générer de la violence. Voilà, moi très tôt, il y a des gens que je sens pas. Il y a des gens, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, je vois très vite qu'il y a de la haine là-dessous. Et puis, 10 ans plus tard, on se rend compte que, bah, en fait, c'est pas des gens forcément cohérents. Je te prends l'exemple de Patrick Pellou. Enfin, tu vois, c'était pas antisémite à la base. Quand il a, enfin, c'était pas du tout antisémite de faire cette tribune contre Farid. Mais je me disais, ce mec n'est pas cohérent. Quand tu es convaincu des idées de la gauche au point d'être médecin et chroniqueur à Charlie Hebdo, tu dois croire en la seconde chance. Tu dois croire en la capacité de notre société à permettre aux repentis de s'en sortir. Et à ce moment-là, je sentais plus ce type. Et il se trouve qu'après le 7 octobre, il n'a fait que soutenir des personnes comme Émilie Gomis, cette basketteuse qui a du coup été renvoyée parce qu'elle considère que le Hamas, ce sont des résistants, qu'elle considère que le plus grand mot de cette planète, c'est le sionisme, que le sionisme est un nazisme, etc., etc., et que elle multiplie les propos totalement antisémites. Et en fait, Patrick Pellou like beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses posts et la défend. Donc c'est ça en fait la solitude juive, c'est que tu vois très vite les situations qui génèrent de la haine, qui sont pas cohérentes, qui du coup peuvent déboucher sur quelque chose de pas génial, et que tu es un peu tout seul à gueuler dans les ruines parce que tout le monde te prend pour un fou quand tu le dis. Et puis en fait, quand tout le monde finit par s'en rendre compte, tu te sens encore plus
parfois encore plus dérouté parce que tu te dis, mais pourquoi vous m'avez pas écouté? Et ça a été le cas avec Tariq Ramadan. Ça a été le cas, mais avec plein de types. Aujourd'hui, c'est évident que Tariq Ramadan, c'est un taré qui considère que l'islamisme est compatible avec la République, qui est un violeur, enfin, qui a toujours déconsidéré les femmes, en fait. Mais quand beaucoup de juifs essayaient de tirer la sonnette d'alarme sur Tariq Ramadan, ça passe. Moi, pour tout te dire, je me suis disputée il y a 15 ans de ça. C'était en 2009, donc un peu plus que ça, avec l'attaché de presse de Tariq Ramadan, voilà, que j'avais rencontré via une autre amie et qui était très contente. Un jour, on avait fait une séance photo pour cette même amie, bref, de me dire qu'elle allait retrouver Tariq Ramadan et qu'elle le trouvait quand même très fort. Je m'étais déchirée avec elle. Et je l'avais retrouvée chez Albin Michel ensuite parce qu'elle était devenue attachée de presse chez Albin Michel. C'était toujours un peu tendu. Et au lendemain du 7 octobre, elle m'a écrit sur Instagram en me disant tu parles des islamo-gauchistes. Aujourd'hui, je peux te le dire, je te demande pardon d'en avoir été. Je te demande pardon pour ce que je t'ai dit sur Tariq Ramadan. J'ai jamais trouvé l'occasion de te le dire. Et je dis mais merci de le faire hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. C'est même très rare. C'est même très rare. Mais je me suis, je sais pas comment dire, je me suis sentie hyper seule aussi quand elle m'a écrit ça. Parce que la claque, en fait, de cette journée où j'avais beau lui donner, enfin, j'avais même sorti des articles, des textes de Ramadan pour lui montrer, et la meuf m'entendait pas. Et en fait, cette solitude, ce sentiment de solitude n'était pas parti. Donc, quand bien même elle m'avait fait des excuses, en fait, ça me ramenait à cette solitude et au fait que j'avais eu raison de penser ça, mais qu'elle m'avait pas considéré en fait à ce moment-là. Voilà. Interlude musical, puisque cette fois c'est Charles Aznavour qui intervient dans ton roman. La dernière fois c'était Jean-Jacques Goldman. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces chanteurs français que tu intègres, que tu as même réussi à intégrer dans ce texte-là? Pour le coup, c'était osé. Ouais. C'était osé. Tu le passes ou c'est ou Ah non, non, je le passe pas. Non, non, je le passe Ah pas. bon. Non, 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 c'était un interlude musical, mais Ah, musical sans musique. Ok. sans musique, Attends, je exactement. me déplace parce qu'il y a ma fille et ma nièce qui sont quand même dans la maison. Ok, elles sont tranquilles, tout va bien. Ça va les chéris? Ok. Voilà, parce que ma sœur s'est barrée à un dîner. Bref, voilà. Donc, On saura et tout. j'ouvre juste la porte pour être sûre que personne ne tue personne là, dans la maison. Voilà. Ce serait dommage quand même de devoir en plus caler un enterrement dans mon timing, Dans ton prochain dans roman. l'emploi du Ouais, temps. non, 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 non. Oui, alors écoute, pour le coup, mon frère a vécu quasiment 5 ans à Shanghai. Et du coup, pendant 5 ans, je suis allée assez régulièrement en Chine. Et il y a cette fascination pour les chanteurs français. Enfin, je veux dire, la version chinoise de Comme d'habitude, c'est quand même un grand moment, tu vois. Et, et voilà, c'était des petits clins d'œil. Alors, tu vois, il y a des parties de moi où, bon, c'est pas forcément important de le dire, mais c'était important pour moi que ce marin chinois découvre Aznavour et soit fasciné par Aznavour. Voilà. Et d'ailleurs, alors lui, il est pas réel, mais par contre, le trajet est réel et toute la mécanique derrière est réelle. Bah oui, oui, les armes des Kouachi, en fait, ont été mélangées à d'autres types de cargaisons dans des frettes officielles, en fait. Donc, voilà, c'était intéressant et d'ailleurs je donne un lien sur une étude qui a retracé les armes qui ont fini par tuer. Donc voilà, dans la reconstitution de ce drapeau voyageur pour la métaphore de l'idéologie qui ne prend pas en compte le réel des humains, bah, c'était important aussi de faire intervenir les armes qui ont tué.
Et une autre strate du récit, pour ceux qui n'ont pas encore lu, vont se demander combien il y a de strates en réalité. Il y en a à peu près 250. L'autre strate, J'avais c'est... commencé par dire ça, hein, Anthony, en disant qu'il y avait tellement de fils qu'on Eh savait oui, pas par quel bout le eh oui, prendre, mais c'est toute eh la oui. richesse. C'est ça. L'autre strate importante, c'est Lévin Rothenberg, alias Léon Rougemont, dont je crois que c'est ton grand-père, tu t'es inspiré de l'histoire de ton grand-père, qui a ce côté extrêmement émouvant parce qu'il a vécu des choses évidemment extrêmement difficiles. Lui aussi apparaît à certains moments. Alors, il est pas si présent que ça, mine de rien, mais en même temps, c'est une sorte de main invisible. On a l'impression qu'il veille sur cette famille, qu'il veille sur sa fille, sur sa petite fille. On a l'impression que c'est vraiment un personnage plus important qu'il n'y paraît dans le texte. Est-ce que je me trompe? Non, non, tu te trompes pas et c'est vrai, c'est un mélange de mon grand-père et de mon père. Voilà, l'histoire du cimetière, c'est mon père qui l'a vécu. Mais évidemment, l'histoire qui se passe durant la guerre, ça c'est en grande partie l'histoire de mon grand-père. Euh, et même ce rapport au nom de famille. Moi, ma mère s'appelle Michel Velmont. Mon grand-père a changé de nom quand ma mère a eu 12 ans. Euh, voilà, parce qu'il considérait que c'était trop dangereux d'avoir un nom juif. Donc mon grand-père, lui, s'appelait Zelmanovic. Ma mère, quand elle est née, elle s'appelait Zelmanovic. Et puis, à son arrivée en sixième, elle s'est appelée Velmont. Voilà. Et je voulais raconter ça. Ce que c'est. Enfin, bon, ça je sais plus. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Mais moi, mon grand-père voulait pas que je m'appelle Sarah. Ce qu'il a dit quand mon père a voulu m'appeler comme ça, c'est que j'aurais jamais mon bac en m'appelant Sarah Baruch. Il a dit non, ils lui donneront jamais son bac. Voilà ce qu'il a dit. Que j'ai fait allemand première langue en sixième parce que dans ma famille, il fallait parler allemand parce que dans les camps, ceux qui ont le mieux survécu, c'était ceux qui comprenaient les ordres des nazis. Donc voilà, enfin, je veux dire, c'est ça, être juif. C'est quand je disais que on grandissait avec les traumatismes des générations précédentes qu'on a connues, bah c'est ça. Je veux dire à une petite fille des années 90, enfin une jeune fille des années 90 qui a 11 ans à son entrée en sixième, que au cas où il y ait de nouveau la guerre avec les nazis, il fallait qu'elle comprenne les ordres. Euh, bon, tu te dis quand même, c'est chaud la vie. Ah, on est loin de Peppa Pig, en effet. On est loin de Peppa Pig. Val, c'est à toi. Ah, merci. Je voulais pas monopoliser, mais j'avais envie juste de rebondir sur quelque chose que tu as dit, Anthony, par rapport à cette façon d'écrire qu'a Sarah dans son dernier roman, que tu trouvais qu'il était vraiment différent des autres. Et je suis désolée, mais je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve qu'il est vraiment dans la continuité de Envole-moi. Alors, je ne sais pas si Sarah, tu vas être d'accord avec cette vision que j'ai. Et bien évidemment, c'est toi l'auteur, donc c'est toi qui sais ce que tu as voulu faire. Mais je trouve qu'on retrouve plein de bases qui sont déjà dans Envole-moi. Alors, évidemment, il y a une dimension qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus percutante, sans doute due à ton parcours, ces années qui se sont déroulées entre. Moi, j'ai souvenir que nous nous sommes rencontrés lors de la sortie de Envole-moi. Et j'ai souvenir que lors d'un échange privé que nous avons eu, tu m'as déjà parlé de nous. Tu m'avais déjà ouvert cette interrogation que tu avais. Il faut que j'en parle, mais je ne sais pas comment. Il faut que je puisse parler de ces choses, de cette époque-là, de ce qui a constitué la personne que je suis. Mm. C'est une étape de ta vie qui t'a aussi construite. Et tu ne savais pas quoi faire de cette histoire, tu ne savais pas quoi faire de cette réalité, tu ne savais pas quoi faire de ce vécu, mais c'est quelque chose, il y a 5 6 ans en arrière, en tout cas, que tu m'as déjà partagé. Et voilà, je me suis souvenue de ce moment, et du coup, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de choses qui sont déjà présentes dans Vole-moi, d'une autre façon, mais qui viennent se prolonger.
Donc moi, j'aime bien ça. J'aime bien Ben, cette continuité. Je ne sais pas si elle est voulue, je ne sais pas si tu la ressens comme ça. dans Envole-moi, Mo est déjà là, effectivement, c'est le personnage de Mehdi. Euh, donc, je raconte, enfin, dans Envole-moi, il est mon confident. Je raconte un autre aspect de sa vie, mais oui, oui, bah, euh, je, je, je pense que je suis habitée, mais comme tout le monde, hein, de ce qui m'a construite. Et que je pense qu'on écrit finalement toujours sur la même chose. On n'écrit pas de la même manière parce que on écrit avec ce qu'on est et ce qu'on est, ça évolue selon ce qu'on vit, selon l'époque, selon notre compréhension des choses. Enfin voilà, moi quand j'ai écrit Envole-moi, j'étais pas encore maman. Euh, le fait d'être maman et de vivre l'antisémitisme, d'avoir une fille qui porte un nom très juif, plus que moi, euh, ça me fait peur et donc ça me met en colère. Voilà, donc oui, il y a peut-être un côté encore plus tranché, tranchant, mais la base est la même, ouais. Et tu cibles aussi un moment important par rapport à Danielle Mitterrand. Il y a un moment où tu parles du voile, en 1980, dans les années 80, elle se prononce en faveur du voile à l'école et tu cibles cet instant-là comme peut-être déterminant aussi sur la suite. Je trouve que j'avais totalement oublié cet épisode-là. Et en effet, sa voix portait quand même extrêmement fort à l'époque. C'était quand même une des femmes de président extrêmement puissante, en tout cas dans la parole et la manière de s'exprimer. En quoi ça a pu déclencher pour toi? C'est une sorte de théorie, je ne sais pas si c'est une théorie ou Pour si moi, ça a été le début de la trahison de la gauche. Voilà. Parce que, François Mitterrand avait déjà trahi la gauche il y a bien avant. oui, en tout cas, Mitterrand reste comment dire, François Hollande, quand il a été élu, prenait pour Mitterrand pour modèle. Tu as beaucoup des figures de la gauche d'aujourd'hui qui continuent de considérer Mitterrand, enfin Mitterrand, hein, comme on dit chez les gens cool, euh, comme un modèle, tu vois, de l'incarnation des valeurs de la gauche humaniste, etc. Ce qui effectivement n'a pas forcément été le cas durant les 14 ans de ces mandats. Mais en tout cas, euh, pour moi, c'est quelque chose qu'on a oublié, que ce débat sur la laïcité a commencé à faire débat à ce moment-là et que effectivement, la prise de position de Daniel Mitterrand a été la première grande entorse à la laïcité. Voilà. Et finalement, au désarmement de l'école face à ces questions. Parce que, pour le coup, je suis assez amie avec Émilie Frêche qui a suivi le procès Paty, que j'ai moi-même, en fait, fait plusieurs interventions au collège Gambetta d'Arras, où a été tué Dominique Bernard, que j'ai une mère qui est institutrice, que j'ai moi-même enseigné dans des écoles. Et j'interviens beaucoup, beaucoup, beaucoup en milieu scolaire avec mon association. Je fais au moins 2 interventions par mois dans des collèges, des lycées et des facs. Et que je vois bien à quel point, en fait, nombre de professeurs renoncent à enseigner certaines parties de l'histoire, renoncent à aborder certains débats, se heurtent aux questions de la laïcité et font tout ça parce qu'ils ne se sentent pas soutenus. Alors que la laïcité, c'est pas le rejet de la religion, c'est la neutralité. Voilà, c'est se dire que pour faire société, et notamment dans les lieux publics qui sont les symboles de notre République, la religion n'a pas sa place, justement pour que tout le monde y ait accès.
Donc, si tu veux, pour moi, c'est terrible d'avoir ces figures de la gauche qui ont été les premières euh, finalement à fragiliser ce socle-là. Je te cite sur le passage en question, en parlant de Danielle Mitterrand, elle avait au bout du compte affirmé ainsi la différence des musulmans qu'elle considérait incapables d'adhérer à la laïcité, alors que tant de jeunes générations parmi eux avaient justement gagné la France pour les valeurs de ce pays. Et je trouve que c'est très bien dit. Il y a aussi un petit peu de ta fille dans le roman, où il y a une phrase qui me fait penser directement à elle, c'est celle-ci. Elle se demande jusqu'où sa fille a conscience de ce qu'elle déclare. Tu l'as souvent dit, ça. Ah ouais. Attends, du coup, je la regarde quand même. Ma fille dont j'ai choisi le deuxième prénom, qui s'appelle Nina. Oui, mon cœur. 2 secondes, hein, pardon. Ben non, tu vois bien que je suis dessus là. Faites-moi un dessin. C'est mon travail. Tu veux dire coucou? Voilà, ça c'est Batia. Voilà. Et ça c'est Lala. Voilà. Il y a ma nièce Bien, et ma c'est fille. de... Voilà. Ouais. L'ordinateur, il a plus de batterie. Ah, l'iPad a plus de batterie? Bon, j'arrive. Voilà, pardon, hein. Désolée, hein, t'as pas beaucoup de vlil comme ça avec du babysitting en Non, direct, hein. non, non, c'est pas mal. Voilà, hein, maman solo, c'est comme ça. Et viens à côté de moi, d'accord? Tu viens à côté de moi. Il a plus de batterie. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Pardon. Mais justement, ta fille. Oui, ma fille, elle est beaucoup, puis ma nièce aussi, hein. C'est un peu des mélanges. Oui, bien sûr. Et je vais te résumer ça. En fait, ma fille a été un peu le déclencheur de ces engagements. Là, regarde, je travaille. Regardez comme ils sont cool, ces ciseaux. Ouais, super. Elle s'est découpée. Voilà. Pardon. Euh, j'ai emmené Lala voir une, euh, une thérapeute qui fait de l'EMDR pour les enfants. Euh, c'était autour du 25 octobre 2023, pas très longtemps après le 7 octobre. Et parce que, bon, voilà, ma vie a fait que ma fille a été exposée à des situations, pas du tout chères, des situations compliquées et que je voulais l'apaiser à ce niveau-là. Et donc, elle commence cette séance, je suis à côté et elle dit des choses assez dures à entendre pour une maman. Donc, moi, je me mets à pleurer, etc. Pour la thérapeute aussi, c'est pas facile. Et puis à la fin, la thérapeute lui dit, bon, bah maintenant, Lala, on va te créer ta bulle de confiance. Et pour que tu te sentes toujours en sécurité, tu pourras aller mentalement dans cette bulle de confiance. Et elle lui dit, donc tu vas me dire un endroit où tu te sens parfaitement en sécurité, où tu crois que rien ne peut t'arriver. Et là, ma fille la regarde et lui dit, bah, en Israël. C'était 2 semaines après le 7 octobre. La thérapeute l'a regardée comme si mais, elle était folle. Enfin, elle comprenait pas en fait. C'est une thérapeute française, chrétienne, et qui comprenait pas qu'une petite fille de 5 ans. Enfin, et j'ai vécu ce décalage. Je suis sortie de là, j'ai appelé mon père pour lui raconter qui a fondu en larmes, tellement ça l'a ému. Euh, et je me suis dit, il va quand même falloir que je fasse quelque chose pour que ma fille puisse retrouver sa bulle de confiance. Voilà. C'est une très belle histoire. Je ne sais plus si tu avais reçu les questions en amont, notamment celle de l'auteur ou du livre méconnu que tu aimerais remettre au goût du jour, remettre en avant. Qui J'ai as-tu? j'ai eu envie de te faire un petit cadeau. Je ne vais pas citer un texte en particulier, mais je tiens à mentionner ce nom de Bolaño, Roberto Bolaño, qui n'est effectivement pas assez connu. Voilà. Et alors, tu as commencé par lequel? Oh là là, non, ça je sais pas. Tu sais, j'avais acheté les 3 tomes là. J'ai un peu pioché au hasard. J'avais lu beaucoup de poésie. C'était à l'époque où j'étais fan de toi. Moi, c'est vrai que maintenant, j'ai plus tellement lu Bolaño, mais je me suis dit que ça te ferait plaisir si je le citais. Voilà. Ça me fait en effet plaisir. Voilà. Et alors, la deuxième question, si tu pouvais justement échanger ta place avec un personnage de fiction pendant une journée, qui choisirais-tu et est-ce que tu changerais sa destinée? Euh, Est-ce qu'il y a un personnage de fiction qui t'a marqué particulièrement et pour lequel tu as été, entre guillemets, peut-être en colère, révolté par sa destinée traitée par un écrivain?
Ouais, ouais, non, en fait, c'est pas que j'ai réfléchi hein, à ta question. Est-ce que je peux, en fait, j'aurais aimé être dans la pièce de Madame Rosa dans La vie devant soi, parce que j'aurais aimé lui faire un jour un câlin et qu'elle me raconte pour de vrai sa vie, dans ce qu'elle en comprend elle-même, pas ce qu'en comprend Momo. Voilà. Encore un mot, hein. Bah oui, oui, bah évidemment. Des mots partout quand même, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Alors, si tu as les mains libres, c'est le moment de nous lire donc le second Ouais, extrait que tu as choisi. ouais. Et après, on te libère parce que là, je sens. Oui, 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 pardon, hein. Alors, attends, hop, voilà, c'était là. 2 minutes, chérie, hein. Voilà. Ok. Ces trois autres sœurs, donc là, c'est Tariq qui parle, Tariq qui est qui en est couple avec le Jeanne. compagnon de Jeanne et qui est, lui, musulman. En fait, Jeanne forme un couple mixte, ce qui était extrêmement important pour moi, justement. Et d'ailleurs, les deux, excuse-moi, je te recoupe encore une fois, je sens que tu prends ta respiration, mais les deux ont exactement les mêmes problématiques. Et c'est ça qui est intéressant sur l'identité. On a l'impression que ils ne font plus qu'un, et les unions mixtes dans ce roman-là ont une importance évidemment capitale. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, ces trois autres sœurs, elles, s'étaient installées à Paris en même temps que lui, mues par un élan de banlieusards avides du mouvement de la capitale. Vivre à Paris, s'y faire un nom, y creuser son ancrage. L'une était médecin dans une célèbre clinique d'esthétique, riche, célibataire et légère. Les deux autres s'étaient conformés à un schéma plus traditionnel, mariés à des musulmans français de troisième génération avec lesquels Tariq partageait régulièrement un whisky le week-end avant un bon bœuf bourguignon. Elles avaient l'air heureuses. Chez l'une de ses sœurs, la viande était halal, chez l'autre non. Fatima portait le voile aussi, mais elle avait pris cette décision seule à la mort de leur grand-mère, comme un héritage qu'elle tenait à rendre visible, un lien avec ses racines plus qu'une revendication. Jusqu'au départ de Jamila pour Alger, la famille avait nourri sa relation à l'Algérie en bon français, se rattachant à leurs origines à travers des détails presque touristiques. Tariq ne s'expliquait d'ailleurs pas l'émotion qui le traversait dès qu'il écoutait du rail. Il y avait les notes retenues, les voix lancinantes, comme si chaque chanson recelait une énigme auquel seuls les initiés accédaient. Il retrouvait dans cet aspect du rail ce qui pour lui symbolisait l'islam et l'Orient. La beauté des récits mystérieux. Chérie, 2 minutes, je parle. Bon, ben voilà. La beauté des récits mystérieux, la propension à conter, à transformer en métaphore symbolique la moindre anecdote, à revêtir de promesses d'aventures insatiables le moindre passant un peu âgé. Pour les siens, les êtres se muaient en livres ambulants, des livres aux 1000 légendes, interprétables à souhait. Voilà. Merci. C'était parfait avec la contradiction de la voûte plantaire de ta nièce. La- J'avoue que le parallèle était splendide. C'est une leçon. Ouais, voilà. Merci infiniment, Ah, Sarah. merci à toi et c'est toujours un plaisir de parler avec toi et de suivre ta communauté. Bravo de faire ce que tu fais. Voilà. Merci, Sarah. Et merci, Sandrine. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt pour le Ouais. prochain. Non, je balancerai jamais les dossiers. Ça sert à rien de me demander. Bye. Au revoir, tout le monde. Au revoir, merci. Viens là. Bye. Merci Sandrine. Ouais. Ça y est, bah,